Salam alaikum, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Hibo Talk, le podcast où nous explorons des parcours de vie inspirants et des initiatives fascinantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yaroub Aden Miguel, un jeune Djiboutien qui a développé une application innovante sur le tourisme. Nous allons discuter de son parcours, de sa vision sur le tourisme durable et de son expérience personnelle qui a contribué à forger l'entrepreneur qu'il est. Installez-vous confortablement et c'est parti. Assalamu alaikum, Yaroub. Alaikum salam, Hibo. Comment tu vas? Je vais très bien. Un plaisir de te recevoir dans mon podcast. C'est un plaisir partagé. Super. Alors, Yaroub, on va commencer par te présenter à nos auditeurs et auditrices. Dis-nous qui est Yaroub. Ok, merci. Je salue tous les auditeurs. Je m'appelle Yaroub Aden Miguel. Je suis jeune Djiboutien. J'ai été boursier du gouvernement djiboutien. J'ai fait mes études à l'étranger pendant longtemps. Je suis resté presque 14 ans au Bénin. Et voilà, aujourd'hui, je suis de retour depuis 2 ans et demi à Djibouti et j'ai entrepris dans le tourisme avec Dalmar. Avec Dalmar, très bien. Alors, parle-nous un petit peu de ton parcours scolaire. Où est-ce que tu as été en primaire, au collège, au lycée, juste pour qu'on comprenne un petit peu d'où tu viens? Je suis natif de Arta. Arta m'a vu naître il y a presque un peu plus de 35 ans. D'accord. J'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études primaires au collège à Arta. Ok. Je suis issu d'une famille, on va dire, modeste. Mon père était un chef cuistot, un nomade qui est devenu chef cuistot. Il a été pendant presque 35 ans, 40 ans à Sheraton dans une première phase. Ensuite, Sheraton à Djibouti. Hein. Oui, il faisait partie de la première promotion des employés de Sheraton. D'accord. Ensuite, comme il est reparti à Arta, travailler au Sunhill. Disons, avant ça s'appelait au centre d'estivage d'Arta. Pendant toute sa longue carrière de cuistot, puis chef cuistot, il a été là-bas. D'accord. Ma mère est une native de Dekhel, mais voilà, elle a trouvé son âme sœur à Arta et puis voilà. Elle n'est plus jamais quittée. Exactement. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas dans le climat froid de l'époque. Arta était vraiment connu pour son climat. On l'appelait Petit Paris. Hein. Oui. Donc, j'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études primaires. J'étais, on va dire, un élève assez sérieux. D'accord. Parce que mon père voulait coûte que coûte que ses enfants réussissent dans la vie. Et donc, il nous a éduqués avec force, on va dire. D'accord. Ce qui a un peu forgé mon caractère, ma résilience. Ensuite, j'ai fait mon collège à Arta. J'ai été, on va dire, parmi les meilleurs. Disons que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens. À Arta, il y avait peut-être 2 classes de chaque, de 6e, 2 classes de 5e, ainsi de suite, parce que le collège avait récemment ouvert. Donc, j'ai eu un parcours, j'aimais bien les études parce que ça m'ouvrait au monde. Je me rappelle, lorsque je suis rentré en classe de 6e, oui, et que j'ai découvert toutes ces matières, j'ai été vraiment ébloui parce que ça me faisait voyager. Et surtout la géographie, parce que à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'école primaire, on nous enseignait la géographie du Djibouti, et c'était assez répétitif. Et donc, dès que j'ai ouvert le livre de géographie du collège, j'ai vu l'Égypte ancienne,
le monde. Et je me suis dit, waouh. Donc, j'ai été bon élève parce que j'aimais bien toutes ces informations nouvelles. J'apprenais de nouvelles choses. Et donc, j'ai eu un parcours, on va dire, sans faute jusqu'au mon troisième, où j'ai quitté maintenant parce qu'il n'y avait pas de lycée à l'époque pour Djibouti. D'accord. Donc, à ce moment-là, j'arrive au lycée de Belbela, un natif de Arta. C'est un gap. À quel niveau? Parce que c'est Djibouti, Arta est une petite ville. Tout le monde se connaît. Oui. Ils font partie de la même famille souvent. D'accord. C'est des voisins. Oui. On arrive à Djibouti et donc là, déjà, ma famille n'est pas venue avec moi. Donc, je suis devenu Seul? habiter avec la famille élargie. D'accord. Et donc, il y avait cette difficulté-là. Il fallait s'adapter, nouveau environnement. Je ne maîtrisais pas les choses. Il y a aussi le lycée. Oui. Le lycée de Belbela, c'est énorme. Il y avait peut-être des milliers d'élèves. D'accord. Et donc, j'étais perdu. Les 6 premiers mois, j'étais perdu. Ok. Donc, en plus, je ne connaissais pas Djibouti. Donc, on peut se perdre. Mais bon, heureusement, je suis un homme dans l'âme. Dès que je passe un chemin, je retrouve, je ne me perds plus. Donc, j'ai fait mes études au lycée de Belbela. Après ces 6 mois d'adaptation, j'ai vite retrouvé mes réflexes, mes repères. J'ai trouvé des amis à l'époque, des gens qui vraiment qui travaillaient, qui voulaient coûte que coûte réussir leur vie plus tard. Donc, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Bah, tant mieux. J'ai fait des études en série S scientifique parce que j'aimais bien tout ce qui est maths. J'ai voulu faire beaucoup de choses. J'ai voulu être sismologue à un moment donné parce qu'il y a un centre de sismologie à Arta. Donc, j'aimais bien la science. Donc, après, il y a un de mes profs qui m'a dit non, tu peux faire autre chose. Donc, après, non, réellement, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. D'accord. Donc, je me suis dit, comme j'aimais bien voir le monde, mon objectif, ça doit être, à l'époque, pour les meilleurs du lycée, du bac en tout cas, ils étaient boursiers du gouvernement djiboutien et ils étaient envoyés à l'étranger. D'accord. Pour mon objectif, c'était d'avoir une bourse et de voir le monde. Et de voir le monde. Voilà. Donc, j'ai fait tout. J'ai vraiment travaillé. La petite somme d'argent que ma mère me donnait chaque mois. L'argent de poche. L'argent de poche, exactement. Je la mettais de côté et je me suis acheté, je me rappelle, un bouquin de maths à Victor Hugo, un bouquin de chaque matière principale. SVT, maths et puis physique, chimie. Parce que avec ces matières-là, en ayant des très bonnes notes, je savais que j'allais être boursier. D'accord. Donc, j'ai mis le paquet. Okay. Pour surtout aussi équilibrer mes mauvaises notes en arabe ou dans les langues. Donc, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. J'ai eu une mention assez bien. Et donc, à ce moment-là, on démarre des études de médecine. Parce que c'était un choix que j'ai fait par défaut pour surtout aller voir le monde. Parce que les médecins, il n'y avait pas l'université de médecine à Djibouti, à Tien. Donc, je me suis dit, OK, par élimination, je choisis la filière qui va me permettre d'aller voir le monde. Donc, maths info, il y en avait à Djibouti. Donc, je me suis dit, peut-être, tu vas rester à Djibouti. Donc, ne choisis pas. Ah, donc, tu as choisi en fonction de ce que tu pouvais trouver à Djibouti ou à l'extérieur. Exactement. Voilà, okay. Donc, en fin de compte, il y avait la médecine. J'ai choisi la médecine. Et puis, tu avais les notes je pense, tu as eu un bac C, hein, c'est ça? Un bac S. Bac S, oui. J'ai eu une très bonne note en SVT. SVT, j'ai eu un 18,5. D'accord. Le maths qui me faisait un peu peur, j'ai eu un 15. D'accord. SVT, j'ai eu une très bonne note, 17. Donc, j'avais vraiment, avec ces 3 matières, déjà, j'avais plus de la moitié des notes qu'il fallait pour pouvoir... pour être boursier et pour partir. Très bien. Alors maintenant... parlons justement de tes années et de ton expérience universitaire. Donc, ton bac en poche, tu es boursier et le pays que tu choisis, ou en tout cas qui était dans la liste à choisir, c'est le Bénin.
Non, pas du tout. Ah, d'accord. On nous a dit, OK, vous allez partir au Mali. Donc, on est parti au Mali. On arrive au Mali, on était 9 boursiers du gouvernement djiboutien. On atterrit à Bamako. C'est encore un autre, disons, un changement radical de paysage, de mentalité. Donc, j'arrive à Bamako et à ce moment-là, on se rend compte que c'est vraiment difficile. Difficile dans le sens où il y avait beaucoup d'étrangers à Bamako, à la faculté de FM Post. Oui. Sur 850 étudiants étrangers, il n'y avait que 30 qui étaient autorisés à passer en deuxième année. Il y avait une sorte de concours pour les étrangers. D'accord. Donc, on arrive, dès le premier soir, Alors, pardon, quand tu dis on arrive, vous étiez plusieurs étudiants djiboutiens? Oui, on était 9 du gouvernement, 9 boursiers du gouvernement djiboutien. D'accord. Donc, à ce moment-là, on voit la réalité des choses et ça nous a un peu découragés. Mathématiquement, la probabilité de passer en deuxième année était faible. Très faible, très faible. Donc, à ce moment-là, ça nous a découragés. Certains, on a travaillé quand même. C'était incroyable parce que on a eu un choc. Il n'y avait pas beaucoup de place dans l'amphithéâtre. Il fallait, je me rappelle, en première année, il y avait 2500 étudiants et il n'y avait que 1000 places disponibles. Wow. Donc, je me rappelle, entre Djiboutiens, on s'était organisé. Il fallait que de la libération de la salle à 20h le soir, il fallait qu'il y ait un groupe parmi nous qui puisse réserver de la place. Et on est arrivé au moins, sincèrement. En tout cas, mes collègues de l'époque vont se rappeler. On se battait. Et donc, on se relayait un autre groupe de minuit, de 20h à minuit, une équipe, de minuit à 3h, de 3h à... C'était difficile. C'était difficile. Et en plus, la médecine n'est pas facile déjà. Bien sûr. Donc, il fallait bûcher, il fallait mémoriser tout ça. Sincèrement, c'était compliqué. Et donc, à ce moment-là, nous avons porté nos doléances auprès de qui des droits, le ministère de l'Éducation. Et à ce moment-là, il y a une délégation de l'ambassade de France, de Djibouti en France. L'ambassade de Djibouti en France. Exactement. Et le ministère, une partie du personnel du ministère de l'Éducation sont venus rendre visite et ils étaient choqués. Ils se sont dit, c'est pas possible. C'était en avril, à ce moment-là, ils disent, OK, c'est pas possible cette situation, on va vous trouver une solution. Et à ce moment-là, ils nous informent que à partir de la fin de cette année-là, nous allons partir poursuivre nos études au Bénin. Et donc, c'est comme ça que tous les groupes, on arrive au Bénin l'année suivante. La fin de l'année. La fin de l'année encore. Voilà. Donc, certains sont partis. Moi et quelques-uns, on a fait la route. On a fait 3 jours de route de Bamako, en passant par Ouagadougou jusqu'à Cotonou. C'était incroyable. Donc, on arrive au Bénin, à Cotonou. Et donc, là, je continue toujours à faire la médecine. Là, le challenge était encore plus élevé. Parce que le Béninois, c'est un travailleur. C'est un travailleur, on ne pouvait pas compétir, on va dire, sincèrement. Et au niveau de l'enseignement, ils avaient une sorte d'une année, ils se spécialisent de la seconde, eux. Alors que nous, c'est à partir eux, ils se spécialisent à partir des troisièmes, et nous, on se spécialise à partir de seconde. Donc, ils avaient une année d'avance, et donc ils avaient étudié les circuits neuronaux et tout ça au lycée déjà. Et donc, on arrive en première année, on traite des sujets encore plus avancés. D'accord. Et donc, Seigneur, c'était compliqué. Donc, en première année, tous les 9 étudiants djiboutiens, nous avons échoué. Et c'était tout à fait normal. Les études de médecine ne sont pas faciles. Et donc, nous reprenons la deuxième année d'arrache-pied encore. Je me rappelle les cours d'anatomie, un casse-tête. Il fallait tout bûcher, les noms des os de chaque côté, de chacune de ces os. Et puis, tu sais même pas quel os va tomber à l'examen pour le dessiner. D'accord. C'était difficile. C'était difficile. Et il y avait tellement de matières, 25 matières. Sincèrement, la deuxième année, moi et 2 autres personnes et moi-même avons échoué à nouveau. Les autres ont passé en deuxième année. D'accord. Et à ce moment-là,
je réfléchis énormément pendant les vacances et je me suis dit, OK, Jacob, la raison pour laquelle tu fais la médecine, c'était pour quitter le pays. D'accord. Maintenant, c'est quoi ta vraie vocation? Je me rappelle, dès la première année, pour l'association des étudiants, j'avais fait un petit site internet et tout ça. J'aimais bien l'informatique. D'accord. Donc, même au Bénin, pour l'association, j'avais fait un site, j'ai discuté avec tout le monde, récolté les informations. Je me suis dit, OK, fais la première année d'informatique et puis tu vas forcément prospérer. Choisis la voie de ce qui te fait vibrer. Oui. Et j'ai choisi l'informatique. D'accord. À ce moment-là, je m'inscris dans une école en première année. Tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu as été en médecine, tu peux être inscrit en deuxième année dans une filière biologique. Donc, je me suis dit, non, mieux vaut que je fasse un choix de cœur. Oui. Et je vais pas m'ennuyer, je vais travailler d'arrache-pied sans compter mes heures. Je fais le choix de l'informatique. À ce moment-là, je m'engage à fond. Et tu es resté quand même boursier, même si tu as changé de filière. En fait, même la première année, c'est ça qui me faisait peur. Je me disais, cette question du choix me tournait dans la tête et je me disais, si tu changes de filière, peut-être on va te couper la bourse. Oui. Et donc, je refais la deuxième année au Bénin de peur qu'on me coupe la bourse. D'accord. Mais pendant l'été, j'ai écrit une lettre et j'ai dit, voilà, je vais changer de vocation, je vais me rediriger, est-ce que c'est possible? Heureusement, la médecine me permettait d'avoir 8 années de bourse. Et donc, 3 années sont perdues entre le Bénin et le Mali. Et donc, il me restait 5 années. D'accord. Et donc, ces 5 années me permettaient de choisir maintenant n'importe quelle option. OK. Et donc, j'ai pu choisir sereinement l'informatique. D'accord. Et donc, tu as été diplômé. Et donc, je me suis totalement engagé. En tout cas, tous les Béninois me connaissent. Les étudiants du Boussin qui sont passés par le Bénin, je suis à fond dedans, j'étais à fond. Et donc, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai étudié. Je vais dire que même au niveau des études, j'ai été plus autodidacte que j'ai été diplômé, bien sûr, mais ce que j'ai appris par moi-même avec Internet qui s'est démocratisé à l'époque. Oui. Donc, je téléchargeais des livres, des formations. J'ai vraiment appris. Et donc, j'ai fait un master en sécurité informatique. Donc, d'une école là-bas. Et donc, ça s'est bien passé. C'était incroyable, mais ce qui était plus incroyable, au-delà des études, c'était le fait de se retrouver dans un pays étranger. Oui. Au Bénin, le Bénin n'a rien à voir avec Djibouti. C'est vrai qu'on est africain, mais en termes de valeur, par exemple, le travail a une importance capitale. C'est dans leur devise, même littéralement. Donc, si tu ne travailles pas, il n'y a que les malades qui ne travaillent pas. D'accord. Tous les matins, tout le monde doit se réveiller, travailler. Et par exemple, je vous donne une petite anecdote. Il n'y a pas de femme de ménage là-bas. D'accord. Donc, on était obligé de travailler, de nettoyer. C'est vrai qu'on pouvait, avec la bourse, se payer, mais on a l'occasion d'apprendre. Et moi, j'ai appris, sincèrement. J'ai appris à cuisiner, même si mon père était cuistot, mais quand même, j'ai appris à préparer les plats béninois que j'adore, sincèrement. Parce que je regrette même les 2 premières années, j'ai pas goûté parce qu'elle est différente. Et donc, j'étais un peu réticent. J'avais un petit peu peur. Oui, mais dès que j'y ai goûté, sincèrement, j'ai mangé que ça. D'accord. La pâte, la sauce graine. Et j'ai appris à préparer. J'ai appris à surtout, parce que j'ai quitté ici jeune, j'avais 18 ans. Et donc, le Bénin m'a appris énormément. J'ai appris à être vraiment, à me débrouiller, à travailler, parce que j'ai fourni, pendant mes études, j'ai fourni mes services auprès d'entreprises là-bas. Donc, tu travaillais et tu offrais tes services. Mais concrètement, comment tu faisais ça? Je veux dire, tu avais ouvert une société, tu étais consultant, comment ça se passait? Oui, en fait, je n'ai pas ouvert d'entreprise, mais je proposais aux entreprises de la place tout ce qui est création de sites internet, le fait de s'occuper de leurs différentes pages de
sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, c'est ça. En tant que consultant. En tant que consultant, D'accord. exactement. D'accord. Donc, je fais ça assez souvent, en tout cas au cours de toute l'année. Et puis, après, je partais au cours le soir surtout. Je fais ça pendant mes 2 années de master. D'accord. Beaucoup plus. Parce que j'avais beaucoup plus de compétences, j'avais beaucoup plus de temps aussi. La matinée, j'étais disponible. Et donc, c'est pendant ces temps-là que je fournissais mes services. Et le soir, je faisais mes études. D'accord. Et donc, je pu finir mes études en sécurité. Informatique. Exactement, ça s'est bien passé. Ensuite, c'est là où mes amis aussi, qui étaient en médecine à l'époque, commençaient à finir. Donc, je me suis dit, OK, là, il faut que je rentre à Djibouti, la famille t'appelle, comment ça se passe, quand est-ce que tu rentres? Mes amis me disent aussi qu'ils doivent rentrer aussi à la fin de l'année. Et donc, il y a cette pression-là qui était là. Okay. Et moi, j'avais l'impression que j'étais incomplet encore, sincèrement. Et je me suis dit, OK, est-ce que tu rentres? À l'époque, je me rappelle, il y avait les startups, l'entrepreneuriat qui commençait à faire écho au Bénin et dans le monde même de manière générale. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai réfléchi pendant longtemps. Et à ce moment-là, il y a un ami qui est venu me voir, un ami très proche, un Béninois, qui est venu me dire, OK, Yacoub, en fait, on m'appelle Yacoub, Yam, on m'appelle, Yacoub Adenwi. Donc, il me dit, Yam, voilà, on va lancer un produit, j'aimerais que tu sois dans l'équipe, on a un peu de ressources, on est 2 déjà, rejoins-nous. C'était carrément les derniers mois. D'accord. Et mes amis partaient en janvier et il est venu me voir en décembre, il me dit ça. Et donc, moi, je réfléchis un peu. J'ai dit, c'est bon. Je suis pas prêt de rentrer. Voilà. Et j'avais un peu d'argent que j'avais mis de côté et j'ai dit, OK, moi-même, je vous rejoins. D'accord. Et donc, à ce moment-là, on s'engage dans une voie, on va dire, incroyable. On a travaillé d'arrache-pied parce que là, on n'avait absolument aucun retour possible. On s'est lancé. Mes amis sont partis à Djibouti. Maintenant, aujourd'hui, ils sont tous médecins. En tout cas, certains sont médecins, d'autres sont en fait d'autres choses, mais ils travaillent tous. Et donc, à ce moment-là, moi, je m'engage sur cette voie-là pendant 7 ou 8 mois. On a travaillé, on a fait un premier produit, ça n'a pas marché. Il faut dire qu'on n'avait pas l'expérience aussi. On était des techniciens, on était bons à faire des choses, mais il nous manquait la gestion d'entreprise. Oui, on savait pas gérer, on savait pas faire le marketing. On était des techniciens, on était des maçons, on va dire. Ils savent mettre en place une brique, mais sans architecture, tout ça peut ne pas tenir. Okay. Donc, quand même, on était jeunes, on a foncé dans le tas. C'était riche, on a travaillé on dormait 3 heures par jour, hein, sincèrement. On se réveillait, on démarrait en même temps. Et puis, au bout de 6-7 mois, on n'avait plus de ressources. On commençait à s'énerver. Et puis, à ce moment-là, boum, disons que tout ça a éclaté dans le sens où on était devant une réalité qu'on ne pouvait pas négliger. Et donc, c'est là où moi, j'ai commencé, on va dire, ma traversée du désert. D'accord. Parce que je me suis retrouvé bloqué là-bas, sans sous. Et surtout, mon ego de nomade m'empêchait de dire il faut sauver les soldats royaux. C'était pas possible. Donc, j'ai dit, OK, il faut que tu t'en sors un peu. J'ai eu une période de burn-out de 5, 6, 7 mois, littéralement. De burn-out? De burn-out. J'arrivais même plus à ouvrir mon PC. Donc là, j'ai quitté cette ville-là. Je partais à Porto Novo auprès d'un ami djiboutien qui était là-bas, qui habitait là-bas, pour essayer de me retrouver. C'est là où j'ai vraiment fait beaucoup d'introspection sur moi-même. Je lis beaucoup, j'écoutais. C'est là où j'ai commencé les podcasts. J'écoutais beaucoup de podcasts, des livres audio. J'essayais d'identifier pourquoi ça n'avait pas marché et surtout comment ça ne devrait plus se reproduire. Et donc, j'ai mes ressources. Moi, il y a une chose que j'aime bien dans le Coran, c'est Iqra. Parce que Dieu, lorsqu'il a dit ça à Mohamed, c'est que l'information, c'est celle qui va t'aider à t'en sortir. Et donc, j'ai lu, sincèrement, j'ai lu
beaucoup de livres, j'écoutais beaucoup de livres, surtout pour supporter aussi cette difficulté-là, parce que j'étais sans ressources. Je pouvais pas appeler les parents, ils vont me dire qu'est-ce qu'ils vont me dire? Honte à moi. Ils vont me dire rentre, mais mon ego de nomade, il ne pouvait pas accepter ça. Donc, j'ai même aussi cette période-là, sincèrement, qu'ils m'excusent, mes parents. C'est une période où j'ai pas appelé mes parents, sincèrement. C'était difficile pour eux, je sais, c'était difficile pour moi aussi, mais... Et qu'est-ce qui t'empêchait de les appeler? L'écho du nomade. C'est comme si je disais que le responsable de cette situation, c'est moi-même, et donc, je ne pouvais pas accepter d'être tombé, on va dire, et de reconnaître que je suis tombé. Et à ce moment-là, je me suis renfermé sur moi-même, tout en essayant de m'en sortir. Et donc, auprès des gens qui étaient autour de moi, j'ai pas, à part ce seul ami-là, j'ai pas trouvé... C'était djiboutien? Oui. Il y avait cette incompréhension aussi de leur part. Le monsieur, c'est-à-dire moi, il a un master. Mais qu'est-ce qu'il faut ici? Va rentrer. Donc, et moi, la voie que j'ai prise, il ne pouvait pas comprendre. Et donc, c'était difficile parce que je me suis rapproché d'eux pour qu'ils me comprennent, mais ils ne pouvaient pas comprendre aussi. Et donc, là, je décide de... Tu t'es retrouvé quand même assez seul. Oui, là, je décide même d'être vraiment seul. Je quitte Porto Novo, j'arrive auprès d'un ami béninois, et à ce moment-là, je lui dis... Dans une autre ville. À Cotonou, mais loin des Djiboutiens. D'accord. Donc, pendant 2 ans, les Djiboutiens ne m'ont pas vu. C'est radical. C'est radical. Sincèrement, là, j'habitais pas loin de la plage. Donc, tous les matins, je partais à la plage. Je lisais toujours. Il y avait une salle de muscu qui était là où, on va dire, je faisais un peu de sport. Et à ce moment-là, j'ai commencé petit à petit à refournir mes services auprès d'entreprises parce que je me sentais capable. Et je t'ai retrouvé. Je me suis retrouvé, exactement. Commencé à reprendre de l'énergie. Tout à fait. Et j'ai commencé à avoir foi en moi-même aussi parce qu'on se sent un peu brisé dans ce genre de situation. Et donc, j'ai repris contact aussi avec les parents à ce moment-là en disant que je vais rentrer bientôt, le temps que je me ressource et de rendre possible ce voyage de retour. Et donc, à ce moment-là, petit à petit, je fournis mes services, j'arrive à gagner un peu de sous, je commence à revenir auprès de la communauté djiboutienne. Et disons que ça s'est bien passé. Et comme on dit, quelqu'un qui a goûté à l'entrepreneuriat, il y revient toujours. Et donc, j'ai eu une opportunité de réentreprendre à nouveau, et avec beaucoup plus de ressources, avec beaucoup plus de sérénité, avec une équipe un peu plus solide. On était 4 à l'époque. Et donc, je retente l'aventure. Alors, Yacoub, revenons un petit peu à cette période difficile que tu as eue, notamment quand tu as nommé en disant que c'était un burn-out. Quels ont été physiquement les effets de ce burn-out que tu as vécu? Oui, c'était vraiment difficile parce que je vais juste préciser que on travaillait d'arrache-pied. On travaillait presque... Lorsqu'on est jeune, on peut vraiment travailler énormément. Donc, on travaillait presque 20 heures par jour. On dormait juste pour pouvoir récupérer. Et donc, pendant 7-8 mois, lorsqu'on a une cadence pareille, au bout d'un moment, j'étais à l'opposé. Je ne pouvais même plus travailler. Je ne pouvais même plus me concentrer. Je ne pouvais même plus... J'étais épuisé, sincèrement. Mentalement, physiquement. Et donc, c'était difficile. C'était assez compliqué, en tout cas. Là où je me suis retrouvé, c'était une traversée du désert. Lorsque je dis, c'est parce que c'est compliqué. J'étais l'ombre de moi-même. Et donc, c'est vraiment quelque chose j'ai pas eu quelqu'un qui puisse mettre un mot là-dessus parce que moi-même, j'ai pas trouvé le mot sur le moment. Je pensais que c'était les gens, le projet, la situation. En fait, j'avais pas le mot. Mais c'est après,
lorsque je suis sorti de cette situation-là que j'ai utilisé ces mots-là pour désigner cette situation. D'accord. Donc, il faut que... Et en plus, les gens ne comprennent pas ça. Toi qui étais dynamique, maintenant tu te retrouves à l'opposé. Tu ne veux plus, tu veux dormir, tu dors tout le temps, tu n'ouvres même plus ton PC, moi qui suis presque tout le temps devant la machine. Donc, j'étais à l'ombre. Tu n'avais plus envie de rien. De rien du tout, sincèrement. Et c'est une situation à risque, vraiment à risque, parce que si tu n'as pas un entourage qui puisse mettre un mot là-dessus, et en plus, moi, il faut dire que j'ai pas beaucoup d'amis, j'avais pas beaucoup d'amis. Et donc, peut-être les quelques amis que tu avais, s'ils ne comprennent pas, ok, là, on se retrouve seul. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Et il faut dire aussi que c'est qui en est responsable, c'est que lorsque moi, je m'engage à 1000%. Oui. Donc, je suis pas quelqu'un, je suis pas quelqu'un qui... Tu es entier. Oui, je suis à 100%. Équilibre, vie professionnelle, jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, c'est que j'ai compris une chose, c'est que je dors mes 6 heures minimum. D'accord. Minimum. C'est bien, tu as déjà appris quelque chose. J'ai appris une chose, c'est que le sommeil, il faut pas blaguer avec, sincèrement. C'est très important. C'est très important parce la que... concentration. Tout à fait, tout à fait. C'est un marathon, en fait, que j'ai mené. Et donc, je voulais avoir la cadence d'un sprinter sur 42 km. C'est pas possible. Au 2e kilomètre, j'ai lâché. Donc, voilà, à peu près. Alors, comment tu as retrouvé justement, bon, on a compris que tu avais besoin de te ressourcer et qu'effectivement, avoir aussi quelqu'un avec qui parler, et tu as trouvé cet ami béninois qui t'a beaucoup aidé. Le fait d'avoir aussi beaucoup lu, te poser les bonnes questions, accepter l'échec par lequel tu es passé. Tout ça t'a aidé finalement pendant 2 ans à te retrouver toi-même et avoir plus confiance en toi. Et à ce moment-là, tu pouvais te permettre de te remontrer auprès des Djiboutiens, enfin en tout cas de te reconnecter avec eux et de reprendre une vie, enfin en tout cas le projet entrepreneurial. Donc tu disais à l'instant que tu avais plus de ressources. Comment tu as trouvé ces ressources? Comment tu as fait pour te débrouiller? Oui, j'étais compétent à ce moment-là. En fait, la seule chose que j'ai perdue, c'était la confiance. Et donc, ayant par l'écoute des livres audio, la lecture de ces livres-là, je peux retrouver ma confiance en moi-même et que j'avais toute ma capacité de pouvoir m'en sortir. Et à ce moment-là, je rétrospecte petit à petit. Je commençais à fournir les mêmes services que je fournissais à l'époque de consultant. Ok, en tant que consultant. À des entreprises d'import-export, de BTP, tout ce qui est création des sites, de gestion des réseaux sociaux. J'arrivais à m'en sortir, on va dire, à avoir un peu d'argent. Et l'opportunité qu'on avait eue, dont je vous parle, c'est que en reprenant l'entrepreneuriat, à ce moment-là, on avait obtenu un investisseur, on a pu convaincre un investisseur de mettre une bille sur notre projet. D'accord. Et on était 4. On était une équipe un peu plus... Et on avait connu aussi, on avait tant de choses à prouver. Donc, on se remet à flot. Mon ami est venu me voir, il me dit, voilà, Yacoub, je me sens vraiment responsable de cette situation-là parce que c'est moi qui t'ai convaincu. Maintenant, j'ai une autre opportunité, rejoins-moi. Et là, je pense que moi, lui-même a fait sa traversée du désert. Toi aussi, on a plus de ressources. On peut vraiment faire quelque chose. Et je sais quelle capacité est là, je sais ma capacité, je sais que les 2 autres membres qui nous ont rejoints, on était capable de faire quelque chose. Et donc, c'est là que commence, on va dire, l'entrepreneuriat, le vrai, si je puis dire ça, parce que c'était fin 2018 et on se lance, on a commencé pendant 2 ans encore, on a développé 8 produits différents parce que on était devenu
beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile, beaucoup plus... Donc, dès qu'un produit ne fonctionne pas et qu'on n'a pas les données du marché qui validaient nos hypothèses, on changeait automatiquement, on s'adapte. Et puis, Covid est venu. Et donc, sincèrement, on ne s'attendait pas à ça. Mais ça a changé encore, ça dit, le marché a changé en présence de cette épidémie. Et donc, beaucoup d'entreprises ont failli. Mais nous avons tenu quand même pendant 1 an et demi, on va dire, à vouloir s'adapter. On a développé une solution de réservation des tickets de cinéma pour Canal Olympia. Canal Olympia est une entreprise qui possède, c'est une filiale de Vivendi, qui possède une vingtaine de salles de cinéma en Afrique de l'Ouest. Et donc, quand même, on rêve grand. On a voulu digitaliser, on a développé le produit, le client pouvait consulter son film, parce qu'à l'époque, il fallait venir sur place, acheter le ticket, et s'il n'y a plus de place, tu repars chez toi. Et donc, on a voulu résoudre ce genre de frustration pour permettre aux gens de chez eux réserver un ticket, connaître déjà le film qui va passer ce soir, le réserver, le payer. Mais malheureusement, il y a un acteur australien qui était en partenariat avec Canal Olympia. Il y avait une clause qui nous empêchait de conclure cette affaire. Sincèrement, je pense que si on avait réussi, on serait loin aujourd'hui. Mais bon, on apprend de ce genre de situations. Et donc, on s'est adapté à chaque fois, on changeait. L'un des tout derniers qui nous a, on va dire, mis à terre, c'était un moyen de paiement un peu comme Diman Wafi, qui permettait de transférer, de faire des transferts d'argent entre personnes. Et donc, on a développé la solution, on a avancé, et à ce moment-là, il y a un gros acteur américain qui s'appelle Wave. C'est une start-up canadienne qui est venue même menacer, pas nous seuls, mais les gros acteurs de la place, comme MTN, Move, Orange Money. Et donc, nous-mêmes, on est partis. On est mort, on va dire. On a été emportés par le souffle de l'explosion de ces combats des titans. Et donc, à ce moment-là, avec le Covid, avec le manque de ressources, sincèrement, Covid commençait à prendre fin. Et à ce moment-là, ça faisait déjà 14 ans. Et c'était vraiment encore, on va dire, c'était pas aussi difficile qu'avant. Là, j'étais plus armé. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je repars voir les parents. Ça fait 14 ans. Voir les opportunités à Djibouti. Et puis revenir avec ton expertise. Exact. Alors, ensuite, on est rentré donc à Djibouti, à Rope. On est rentré à Djibouti avec l'envie de revoir sa famille, son pays, ses amis, se dire que tout ce que j'ai appris pendant 14 ans, c'est ça ? 14 ans loin de chez soi. Je vais venir et faire bénéficier de mon expertise à Djibouti. Donc, tu es rentré et j'imagine que l'idée de Dalmal, dont on va parler, n'est pas arrivée soudainement. Donc, qu'est-ce que tu as fait quelles ont été les premières actions, en fait, quand tu es rentré ? D'accord. Déjà, lorsque je suis rentré en novembre 2021, j'ai pris un billet aller-retour. D'accord. Donc, je pense que ça montre un peu... dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je garde mon joker. Je peux à tout moment repartir. D'accord. Okay. Donc, j'arrive, j'avais 3 objectifs clairement définis avant de rentrer. C'était voir la famille, revoir mes parents, mes frères et sœurs, mes nièces et tout le monde. Deuxième objectif, c'était de revoir Djibouti. Parce que Djibouti m'a manqué aussi. Les montagnes, c'est... Parce que pendant 14 ans, évidemment, tu n'es absolument pas rentré au pays. Jamais. Je suis jamais revenu, ni pour des vacances, ni pour autre chose. Donc, 14 ans à l'étranger. Donc, je voulais revoir Djibouti, et mes petits schémas, les schémas où j'empruntais lorsque j'étais au lycée, au collège, à Arta, par exemple. Et troisième objectif, c'était aussi de revoir les opportunités que Djibouti offre. Parce qu'en étant à l'étranger, on ne peut pas vraiment percevoir de la même façon que lorsqu'on est sur le terrain.
Et on ne peut surtout pas aussi voir de la même façon que un ami à qui tu demandes quelles sont les opportunités au pays. Et donc, mes objectifs étaient clairs. Donc, j'arrive à Djibouti, je revois la famille pendant presque 2 semaines. J'ai été accueilli parfaitement, mes parents, les gens du quartier. On était heureux de te revoir. Tout le monde, j'imagine. sincèrement. J'aurais vu récemment une vidéo de mon arrivée avec les cheveux. J'avais les gros cheveux. J'avais laissé Les pousser cheveux mes longs. Oui, oui. Pendant 8 ans, j'ai laissé mes cheveux, donc je suis revenu. Là, tout le monde était content. Et donc, 2 semaines, je suis resté avec les parents. Sincèrement, je n'ai même pas quitté Arta. Et j'ai un peu fait le tour de Arteville pour retrouver mes repères, on va dire. Et puis, à ce moment-là, je suis parti avec les parents à la plage Arta, parce que mon père, il est à la retraite maintenant, donc il a un petit cabanon à la plage d'Arta. En fait, il est natif de la région, et donc il est à la retraite, il fait sa pêche jusqu'à aujourd'hui. Donc, je les ai accompagnés, j'ai redécouvert ma région. Je ne me suis pas donné, je me suis fait aucune pression, sincèrement. C'est vrai que les parents disaient va déposer les dossiers, les cousins, les personnes que je connaissais et qui me connaissaient disent on peut te trouver un boulot ici et là à Djib Telecom, telle entreprise. Mais moi, j'étais là, je dis j'arrive, je vais laissez-moi reprendre mes repères. Et donc, à ce moment-là, j'ai un ami qui est à Tadjoura. Je lui dis, je viens te voir, parce que la pression commençait à monter. Mine de rien, les parents et la société, en tout cas, met une certaine pression pour que les jeunes puissent tout de suite trouver un travail. Et moi, je n'étais pas dans cette dynamique-là. Je voulais surtout pas être employé. Et donc, je quitte et j'arrive à Tadjoura. Je retrouve un ami que j'ai pas vu. En fait, c'est 2 étudiants avec qui j'avais fait le Mali et le Bénin, qui sont actuellement des médecins, Dr Dimbio, Dr Sharmak. Donc, j'arrive là-bas, je n'ai jamais vu Tadjoura en plus. Donc, là, je vois une ville au bord de la mer. Sincèrement, ça m'a plu. Et en plus, je ne savais pas nager. Donc, je réapprends à nager. Et j'apprends à nager ou je réapprends? J'apprends à nager. J'apprends. D'accord. J'apprends à nager parce que je ne savais pas nager. D'accord. Et donc, j'aime bien la ville, on va dire la vibe. En plus, personne ne me connaît. Donc, c'est pas de pression. Pas de pression. Et donc, je reviens, mais de façon intermittente, je repartais là-bas. D'accord. Dès que je sens une certaine pression, je pars à Tadjoura. OK. Et donc, à ce moment-là, pendant toute une année, de mon arrivée jusqu'à octobre 2022, sincèrement, j'ai assisté à beaucoup d'événements à Djibouti-Ville. Dès que je vois une annonce, un événement, j'y assiste. Culturel ou pas? Ou pas, d'accord. J'y assiste. Un événement à Campeski, un événement à tel hôtel, sur un thème que j'aime bien, parce que je suis en prospection, je suis en train de voir quelles sont les opportunités qui sont là. Et donc, je me fais inviter par moi-même à n'importe quel événement. On me demande qui es-tu? Je dis j'ai le profil qu'il faut. Et donc j'ai assisté à énormément d'événements aux clés, un peu partout. Là, je récolte des données du marché. J'ai assisté au salon de l'agriculture qui a été organisé au Palais du Peuple, aux ateliers de développement sectoriel à Campus qui est organisé par la Chambre de commerce, par le CLE, par l'Office du tourisme, l'Agence nationale du tourisme actuellement. Et donc, j'ai participé à vraiment tous ces événements. Et de l'autre côté, dès qu'il n'y a plus d'événements, moi, je me suis donné comme objectif de redécouvrir Djibouti. Et donc, j'avais un peu d'argent avec qui je suis venu, en tout cas, et que tu avais économisé. Que j'avais économisé. Et à ce moment-là, c'est pas beaucoup, mais j'ai trouvé des astuces pour découvrir Djibouti. D'accord. Et il y avait des campagnes, on va dire, de vaccination. Je me suis fait enrôler pour découvrir Djibouti. Un peu partout, nord, sud. Donc là, j'ai vu Djibouti, mais vraiment un pays avec des paysages incroyables.
tu peux quitter un désert et arriver dans les montagnes où il y a des arbres et arriver au niveau de la mer avec des fonds marins incroyables. Et je me suis dit, ah, c'est ce pays incroyable, n'a aucune visibilité. Et à ce moment-là, pendant que je faisais les tours du pays, il y a l'événement de l'atelier sur le développement sectoriel du tourisme durable qui a eu lieu à Camp Pisky. Et je me rappelle, j'étais à Tadjoura, c'était planifié vers le 22 mars. Je quitte, j'arrive là, on me dit, qui es-tu? Je suis un entrepreneur, ok. J'ai assisté à tous les jours, parce que chaque jour était dédié à un secteur particulier, comme la restauration un jour, tout ce qui est guide touristique un autre jour, tout ce qui est agence d'excursion et de voyage un autre jour, tout ce qui est hôtelier un autre jour. J'ai assisté à tous les jours. Pour moi, c'était le Saint Graal. Tous les acteurs étaient là et j'ai les datas qui sont disponibles. Et donc, je prends note. Et à ce moment-là, c'est pas tout de suite que je me suis lancé dans le développement de Delmar, mais je sais qu'à ce moment-là, à la clôture, j'avais pris la décision que une idée sur le tourisme serait le projet avec lequel je vais entreprendre à Djibouti. Parce que les besoins étaient là, le gouvernement veut miser sur le secteur pour diversifier Djibouti, l'économie djiboutienne, et j'ai les compétences qu'il faut pour pouvoir développer une plateforme pareille. Et donc, pendant 3-4 mois, on va dire, l'été était là, l'été était arrivé aussi vite, et donc, on va dire, les activités sont un peu au ralenti, c'est pas le moment de développer quoi que ce soit, mais bon, c'est resté dans ma tête, j'avais un autre projet que je voudrais lancer, mais je me suis vite arrêté parce que j'ai vu que l'opportunité sur le tourisme était plus intéressante. D'accord. Donc, l'idée commence à naître. Tu te dis, voilà, c'est une application que je veux créer, que je veux lancer, dédiée au tourisme. Donc, comment tu fais? Comment tu le réalises? Comment tu le concrétises? Pendant mon voyage, j'ai épuisé mes ressources, mais au moins, j'avais un angle d'attaque, on va dire, bien défini pour pouvoir entreprendre à Djibouti. Je suis que le tourisme est porteur et j'ai les compétences nécessaires pour surtout créer une plateforme qui puisse être l'élément central pour mettre en relation les professionnels du tourisme et les touristes. Et j'ai bien identifié les besoins. Et à ce moment-là, j'ai compris que le Centre Clé est une institution dédiée à l'entrepreneuriat. Alors, Clé qui est centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Et de l'entrepreneuriat. Exactement. Et donc, et surtout pendant l'atelier dont je fais référence tout à l'heure, l'atelier de développement sectoriel, le Clé faisait partie des organisateurs de cet événement-là. Et donc, j'ai pris contact avec Monsieur Eid, par exemple, qui faisait partie des organisateurs, en tout cas qui faisait partie du Clé. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a une opportunité. Je l'ai donnée. Et donc, je sais qu'en entrepreneuriat, il faut déjà montrer ce que tu as pu faire. Un petit prototype. Et donc, le 24 octobre 2022, en plus, ma machine m'avait lâché. J'avais plus d'ordinateur. Et donc, je pars voir mon ami. Je lui dis, je te prends la machine pendant 1 mois. Et donc, je prends la machine et pendant 3 mois. Et pas 1 mois. Et pas 1 mois. Et donc, à ce moment-là, je fais le prototype. D'accord. Je collecte les données, je les mets dans une base de données, je design l'application, en tout cas le prototype, pour pouvoir me démarquer des autres. Parce que Alors, quand tu dis des autres, tu veux dire d'autres applications à Djibouti qui étaient aussi dédiées au tourisme ou des applications internationales, des applications qu'on peut trouver non, en fait, c'est que le Clé il fait des appels à projets, à projets auprès de la jeunesse djiboutienne qui entreprend. Et à ce moment-là, le nombre de places est limité. D'accord. Et donc, je sais qu'il y a... je connais cette information, que c'est peut-être 5 à 10 personnes qui sont choisies. Et donc, c'est selon la qualité du projet et de l'effort de la personne en question qu'ils vont retenir par rapport à un autre. Et donc, j'ai fait un prototype pendant 3 mois. J'ai pas quitté Asta. J'ai repris mon rythme normal. 6 heures, 22 heures, travail. D'accord. Donc,
pendant 3 mois, j'ai fait le prototype et alhamdoulilah. Dans ta petite chambre? Oui, dans ma chambre à Arta. Je suis même pas passé à Tugura ni à Djibouti. Et à ce moment-là, on arrive à février 2023, le clé lance un appel à projet et je candidate immédiatement. Je remplis le formulaire et puis je les appelle même pour savoir c'est quoi la réponse. Parce que j'étais impatient. Donc, on me dit non, dans 1 mois, ils sont en train de faire le tri parmi tous les projets et on va te faire signe dès que la réponse dès qu'ils vont retenir un certain nombre de projets. Je les ai harcelés, on va dire. Je les ai appelés chaque semaine, je les appelais. Et au bout d'un moment, je me rappelle, il y a un monsieur qui travaillait là-bas. Je vais taire son nom, mais il m'a dit, je vais te donner l'information. C'est bon, tu es retenu. Tu es retenu, mais on va démarrer le programme dans un mois. D'accord. Ok, j'étais impatient parce que je ne pouvais pas rester à Arta, parce que ce n'est pas un environnement adéquat pour travailler. Il me faut une très bonne connexion. Les données mobiles s'épuisent très vite lorsque tu utilises ton téléphone personnel. Et donc, je voulais coûte que coûte intégrer. Dès que j'ai eu l'occasion, j'intègre le clé. Dès qu'ils m'ont dit, c'est bon, on m'a donné le faveur, j'arrive aux clés. Et à ce moment-là, c'était l'année dernière, en juin dernier. En juin 2022. Mai-juin 2023. 2023, pardon. 23. Exactement. Parce qu'on est en 2025. Exactement. Le temps passe vite. Ouais. Et donc, j'intègre le clé, un programme d'incubation sur 3 mois, où le clé va te permettre, il va créer une structure légale pour ton projet, pour que tu puisses signer des contrats et surtout recevoir aussi le petit capital de démarrage de $5,000 à l'époque. Et donc, j'intègre, je travaillais d'arrache-pied parce que là, j'étais aux anges. J'avais une connexion, j'avais un PC dédié pour moi. J'avais une très bonne connexion, j'avais un environnement adéquat et à ce moment-là, je taffe. Je viens en même temps que les femmes de ménage et je quitte après tout le monde. Tous les jours, parce que c'est un projet énorme quand même. Et puis qui te passionnait et qui te passionne toujours et qui et donc, boostait. Oui, j'ai travaillé d'arrache-pied et puis pendant ce processus-là, j'ai eu un petit accident qui m'a empêché, qui m'a obligé d'être alité pendant 1 mois. Et puis, voilà, c'était compliqué. Je ne sais pas, je peux en parler brièvement. Ben, écoute, si tu veux partager ça avec nous, oui. D'accord. Donc, en fait, il y a un ami qui m'a dit il me parlait d'une ferme qu'ils ont à Humbly. Et donc, il m'a plusieurs fois dit, je vais te faire visiter. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller un jour et j'y vais un vendredi. Il m'a appelé, il me dit, Yaroub, si tu es disponible, maintenant on peut y aller. Ce jour-là, je prends mes sandales et je pars. J'arrive et puis je vois une ferme avec beaucoup de dromadaires et du lait qui est là, des vaches, une ferme importante. Et donc, pendant que je visitais, malheureusement, il n'y avait pas un petit panneau qui indiquait qu'il y avait du feu ou une braise à côté. Et je me suis retrouvé les 2 pieds dans on va dire, de la braise, en fait, du compost en feu. Parce que souvent, on mélange les excréments des animaux avec les herbes pour pouvoir créer du fertilisant pour les sols. Et donc, je me retrouve dans cette situation-là et sincèrement, ça a été compliqué. Je n'ai jamais ressenti une douleur pareille. Jamais. Donc, je me suis retrouvé brûlé au 2e degré des 2 pieds, jusqu'aux chevilles, on va dire. Donc, là, j'appelle mon ami médecin. J'ai dit, calme-moi, hein, quand même, mais parce que la douleur était tellement intense que j'étais lucide, on va dire. C'est anesthésié. Sincèrement, c'est difficile. J'appelle, je lui dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la situation. Et à ce moment-là, elle me dit, il faut que tu ailles à l'hôpital, demande ça, fais ça, fais ça, fais ça. Heureusement, il y avait l'oncle de mon ami qui était là, qui nous a ramenés à Cheikho pour faire les premiers traitements et tout ça. Et donc, pendant tous les mois, fin juillet, début août, fin août, je me suis retrouvé alité et faire les allers-retours
entre l'hôpital Pelletier, parce qu'il y a un centre dédié aux brûlés, aux grands brûlés, et je faisais les allers-retours. C'était une expérience vraiment difficile. En y repensant, je me dis c'était le dernier examen que j'ai pu passer. Le test final. Le test final, et c'était compliqué parce que sincèrement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens des jeunes femmes qui se mettent le feu pour des raisons d'amour brisé ou ce genre de choses. Mais sincèrement, c'est quelque chose d'atroce. J'ai vu pendant ce mois-là des jeunes filles qui sont mortes, sincèrement. Parce qu'elles ont dit le kérosène, elles se sont immolées. Et moi qui avais un impact limité, imaginez maintenant une jeune femme qui se brûle. C'est vraiment atroce, sincèrement. Donc, ça m'a marqué. Après, il y a la petite période de rééducation, mais quand même, dès que j'ai eu l'occasion de quitter la maison, j'ai repris le chemin de l'entrepreneuriat. Et comment vont tes pieds aujourd'hui? Alhamdulillah, on va dire que j'ai retrouvé la couleur, la bonne couleur. Je vais bien, j'ai aucune séquelle. Je peux courir, je peux nager. Alhamdulillah, voilà. Sincèrement, ça pouvait être plus compliqué si j'étais brûlé autre part, on va dire. D'accord. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir pendant ce mois-là? Sincèrement, je suis quelqu'un qui a la foi. Et je me dis, si quelque chose arrive, c'est qu'il y a sûrement la vie, Dieu qui veut t'apprendre quelque chose. Et donc, aussi difficile était cette douleur-là que je ressentais, je me suis dit, c'est sûrement que tu dois apprendre, tu dois retenir, tu dois voir et comprendre la leçon dont il faut retenir. Quelle est la leçon? La leçon à retenir. Même si ça peut ne pas paraître évident. Oui. Donc, à l'époque, j'étais en train de charbonner et je me suis dit, ok, peut-être c'est parce que il faut que tu prennes un peu plus de recul sur comment l'angle d'attaque, comment je devrais faire les choses pour que les choses avancent au mieux. Et donc, à ce moment-là, je sais que pendant que j'étais alité, j'ai lu quand même 3 livres. J'ai lu 3 livres parce que je dormais, je lisais, je partais à l'hôpital. Et sincèrement, ça a été très bénéfique. J'aimerais ici remercier l'équipe de l'hôpital Pelletier parce que l'équipe qui est en charge du service des grands brûlés, et particulièrement l'infirmière 11. Son nom, en fait, c'était son nom de code entre collègues. Elle s'appelle 11 et c'est quelqu'un d'un professionnalisme incroyable. Et surtout, lorsqu'on est brûlé, je lui posais cette question, quand est-ce que je serai opérationnel? Elle me dit non, ça je sais pas, mais ce qui est sûr, il y a des étapes à franchir, à atteindre. Et donc, toute question que j'avais, elle me donnait la réponse sans que j'ai vraiment à poser la question. Et donc, j'ai été vraiment surpris par le professionnalisme de ces services-là et la façon dont ils prennent en charge les patients, exactement, les grands brûlés. C'est très gentil à toi de leur rendre hommage et d'en parler et de les remercier. Merci. Alors, revenons un peu à l'application d'Almar. D'abord, explique-nous ou explique aux auditeurs et auditrices quelle est cette application. Je l'ai dit depuis le début que c'est dédié au tourisme, mais concrètement, comment ça se passe? Voilà. Dalmar, c'est le booking de l'Afrique méconnue. D'accord, le booking.com. Voilà, le booking de l'Afrique méconnue. On démarre par Djibouti pour pouvoir régler les problèmes qui existent à Djibouti, mais au niveau du continent aussi. D'accord. Donc, Dalmar, elle met en relation les professionnels du tourisme et les touristes. Vous êtes à Djibouti, ou bien vous êtes ailleurs, vous êtes intéressé par la destination Djibouti, vous recherchez, vous vous connectez, vous visitez notre site internet ou vous téléchargez notre application et vous avez accès à toutes les informations nécessaires sur les destinations à découvrir sur Djibouti. Que ce soit les lacs, que ce soit les fonds marins, les bons spots,
Mais aussi, vous avez la possibilité de pouvoir comparer et consulter les différentes offres des services des professionnels du tourisme. D'accord. Comme ça, vous pouvez, surtout à la phase planification, avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir organiser et prévoir un voyage à Djibouti. Donc, ça veut dire que si, par exemple, un touriste se dit aujourd'hui, j'ai envie d'aller à Djibouti, je télécharge l'application d'Almar et sur cette plateforme-là, je trouve l'hôtel, peut-être le billet d'avion, parce que c'est ce que Booking fait, le transport, peut-être le guide, etc., etc. Pour le moment, on n'a pas encore inclus la partie billet d'avion, D'accord. mais vous pouvez trouver les différents types d'hébergements que vous pouvez réserver, les différents types d'excursions qui existent à Djibouti, avec le guide bien sûr. D'accord. Vous pouvez aussi, consulter toutes les informations nécessaires sur les destinations que vous allez visiter. D'accord. Donc, et bien sûr, tous ces contenus-là sont disponibles en plusieurs langues, en anglais, en français, en amharique et en mandarin, pour que la barrière de la langue ne soit pas un frein pour le voyageur. Donc, ça, c'est très, très bien. Et j'imagine c'est bien réfléchi. Je pense que tu as collecté énormément de données pour pouvoir te dire, OK, ces langues-là sont primordiales pour le lancement de l'application. Et d'autres langues vont suivre. J'imagine l'arabe. Tout à fait. L'arabe, le turc. Disons que c'est la prochaine étape, l'arabe et le turc. C'est surtout l'arabe, particulièrement parce qu'on est proche du Moyen-Orient. Oui. Et donc, ça va être disponible bientôt en arabe. D'accord. Exactement. Alors, est-ce que l'application est opérationnelle, lancée? Est-ce que nos auditeurs et auditrices peuvent aujourd'hui télécharger cette application? Vous pouvez télécharger cette application via App Store et Play Store. Nous mettrons, en tout cas, je vais vous partager les différents liens pour pouvoir télécharger. Et surtout, vous pouvez de bout en bout planifier votre voyage, payer votre hébergement. Elle ne s'adresse pas seulement aussi aux touristes internationaux, Étrangers, elle s'adresse les locaux. aussi aux Djiboutiens. Oui, Parce que j'imagine. le Djiboutien, je me suis rendu compte que le Djiboutien lui-même ne connaît pas son pays. Ben oui, comme toi, Comme moi. quand tu es arrivé. Mais aujourd'hui, je connais. Et j'ai voulu surtout permettre aux Djiboutiens d'aller à Tadjoura, d'aller à Randa, de passer un week-end, de découvrir, on va dire, d'autres paysages auxquels ils ne sont pas habitués et de surtout quitter Djibouti-Ville, d'aller découvrir le sud, le nord et d'apprendre à nager aussi. J'espère que je vais permettre aux Djiboutiens de découvrir les fonds marins, sincèrement. Ok. Et aujourd'hui, tu sais nager finalement? J'ai nagé avec le requin-baleine il y a 1 an. Oui. J'ai pris mes équipements, palmes, tuba et masque, et puis j'ai nagé avec le requin-baleine. C'est sincèrement ce qui est incroyable. Les touristes viennent du monde entier pour nager avec les requins-baleines à Ras Al. Et c'est le plus grand poisson du monde. Il fait 15 mètres et 30 tonnes. À côté de lui, on est tout petit. Oui. Heureusement, il n'apprécie pas la chair humaine. Donc, on peut sereinement nager avec lui. Et surtout, c'est une expérience mémorable. Ouais, et donc, c'est faciliter ces genres d'expériences et aux Djiboutiens, aux Éthiopiens, aux touristes du monde entier, au niveau de notre richesse, au niveau des paysages riches du Djibouti. Est-ce que il y a eu beaucoup de partenaires ou en tout cas d'instituts qui t'ont encouragé lorsque tu es venu avec ce projet? Notamment, je pense à l'Office national du tourisme. Déjà, la première institution à nous avoir soutenus, c'est le Centre Clé. Secondo, pendant qu'on était incubé au Centre Clé, il y a le ministère de la Jeunesse et la présidence même qui nous ont récompensés avec le Grand Prix du chef de l'État parce que nous avons été lauréats de ce Grand Prix-là. Oh. Ça a dû vous aider puis vous booster. Énormément, parce que sincèrement, je m'attendais pas à ça. Mais
D'où je disais que la période difficile que j'ai passée, c'était un examen final. Oui. C'était 2 mois après, on a pu vraiment gagner ce prix-là. J'ai mis le paquet et oh, on a reçu de la main du président de la République le premier prix. C'est bien sûr, il y a un cachet de 3 millions qui va avec, mais sincèrement, je ne mesure même pas le reste. Le reste est incroyable. Ça nous a facilité énormément. En Dalmar, tout le monde disait où est l'application. Oui. Et sincèrement, ça nous a facilité beaucoup de choses. Ensuite, il y a la Chambre de commerce qui nous a soutenus parce que j'ai suivi un programme du parcours du dirigeant djiboutien pendant 3 mois. Oui. Et ensuite, actuellement, on a conclu un partenariat avec l'Agence nationale du tourisme pour surtout nous permettre d'avoir une certaine visibilité auprès des touristes qui sont à l'aéroport, avoir une certaine facilité avec les professionnels du secteur. Et donc, sincèrement, Dalmar a eu tous les soutiens nécessaires pour pouvoir devenir la référence à Djibouti. Oh. Bah écoute, vraiment très bien. Enfin, vraiment, je suis contente pour toi et je suis contente que tu aies reçu tout ce soutien autour de toi. Et si tu devais dire, par exemple, ou conseiller un jeune qui t'écoute aujourd'hui, ou une jeune, évidemment, qui a une idée et qui trouve difficile de vendre son idée, qui n'a peut-être pas forcément le soutien, et qui recherche désespérément une aide, qui cherche désespérément peut-être un conseil. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce jeune et à cette jeune? Ok. C'est vrai que Djibouti, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui font face à beaucoup de difficultés. Et ce que je vais dire d'entre eux en Dieu, c'est déjà, ce n'est pas l'idée la plus importante. C'est surtout résoudre des problèmes. Il faut pouvoir bien identifier un problème. Souvent, à Djibouti, on se plaint, on dit il y a tel problème, il y a tel problème. Mais en fait, c'est là où il y a une idée, une solution à développer. Dès qu'il y a un problème, c'est une opportunité. Donc déjà, la première des choses, c'est d'identifier là où il y a un problème et apporter une solution. Secondo, pour ce qui est de l'aide qu'ils peuvent obtenir de toutes parts, sincèrement, le gouvernement djiboutien aide beaucoup. Et je fais partie des gens qu'ils ont pu aider. Et surtout, il y a beaucoup de programmes. Il faut pouvoir identifier qui sont les gens qui peuvent t'aider. C'est-à-dire quelle institution. Ça peut être le centre clé, ça peut être la chambre de commerce, ça peut être le club des jeunes entrepreneurs, ça peut être toute institution qui est en lien avec l'activité ou le problème que tu essaies de résoudre. Et il faut se rapprocher. Même si tu connais personne, ce n'est pas un problème. Il faut y aller. Il faut y aller. Fonce. Oui. C'est la seule chose qui peut te donner. Il faut ouvrir la porte pour rentrer dans une maison. Si tu restes à cogiter loin de tout le monde, personne ne peut vraiment te donner une opportunité. Et même si une porte se ferme, il y en a toujours une deuxième, ou une troisième, ou une quatrième qui peut s'ouvrir. Tout à fait. J'ai compris une chose, c'est que les jeunes Djiboutiens, ils ont souvent peur qu'on leur vole leur idée. Oui. Sincèrement, il y a... Parce que je pense que beaucoup de Djiboutiens, en tout cas, c'est des témoignages et des commentaires que j'ai reçus qui disaient nous, quand on vient, voilà, j'ai eu une idée, on me l'a volée, etc., etc. Et effectivement, c'est peut-être une réalité. C'est possible. Qu'est-ce que tu leur dis? Mais je vais relativiser, moi. Oui. Je vais relativiser dans le sens où une idée, elle peut se défendre. Il y a ce qu'on appelle les barrières à l'entrée, c'est-à-dire tu peux rendre quelqu'un difficile de rentrer sur la même idée. Mais ce n'est pas un problème. Il faut pouvoir parler de son idée. Pourquoi? Il y a 3 raisons. La première des choses, déjà, c'est que tu pourras trouver des gens qui puissent des associés. Si tu ne parles pas de ton idée, tu ne pourras pas trouver d'associés. Donc... des associés, tu veux dire en affaires, des associés, oui. ou des alliés, des gens qui vont peut-être t'aider? Je parle premièrement d'associés. D'accord. Parce que seul, on peut
pas vraiment avancer vite. D'accord. Donc, il faut pouvoir parler de son idée pour trouver des potentiels associés. D'accord. Deuxièmement, il faut pouvoir parler de son idée auprès des institutions qui peuvent potentiellement t'aider. Et donc, tout soutien demande explication en amont. Donc, il faut pouvoir expliquer ça. Troisièmement, peut-être il y a des gens qui veulent investir sur ton idée parce qu'elle est intéressante, elle règle un vrai problème. Et à ce moment-là, si tu n'expliques pas et que tu as peur qu'on te vole l'idée, c'est que tu n'auras pas l'occasion d'être soutenu financièrement parlant. Donc, à comparer les opportunités qu'il y a à discuter de son projet et on va dire les défauts, je dirais que les opportunités de parler de son projet sont bien plus importantes que les défauts. Et le jeune qui te dit, en fait, moi, je partage mon idée et je l'ai soumise, je suis allée chercher les institutions pour m'aider, mais que finalement, cette idée, on me l'a prise, quoi. Et j'ai vu quelqu'un d'autre la récupérer, la lancer, et j'ai disparu de l'écran. Oui. Qu'est-ce que tu dis à ces jeunes? Ce qui est sûr, c'est que si je t'offre mon business plan détaillé et que je te dis donne-moi ton soutien, il y a c'est-à-dire la probabilité. Pas tout donner. Il faut pas tout Donc donner. tu partageais juste avant en disant parler de votre idée, Oui. mais évidemment il ne faut pas donner tout le détail. Il faut pas donner de votre projet. le comment. Il faut pas donner la recette. Oui. Il faut dire que toi tu veux préparer un gâteau ou un repas qui aura telle ou telle saveur. D'accord. Et il faut même faire sentir cette saveur-là. Ah, d'accord. Mais il faut pas donner la recette. Très belle image. Ok, j'espère que les jeunes t'auront entendu. On les encourage en tout cas, parce que la persévérance, encore une fois, que tu as décrite tout le long de cet échange, honnêtement, que ce soit pendant que tu étais étudiant, quand tu es rentré à Djibouti, quand tu as travaillé, enfin déjà quand tu es parti à la découverte du pays, pour pouvoir revenir avec cette idée, et ensuite voilà, le problème médical qui t'est arrivé, tu n'as jamais lâché, et malgré les obstacles et les défis que tu as rencontrés. Donc il faut continuer, il faut espérer, il faut persévérer, il faut rester positif. Et il faut se retrouver par moments et faire un step back, comme on dit, faire de l'introspection comme tu as fait, mais pour mieux se retrouver. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que tu as des rêves, d'autres rêves que Dalmar maintenant? Est-ce que tu as... oui, est-ce que tu as des rêves? Oui, sincèrement, j'ai toujours voulu d'apporter une solution à cette Afrique. À cette Afrique qui a beaucoup de mauvaises images derrière elle. Pour moi, c'est faire en sorte que je puisse participer à l'élévation de notre continent avec des solutions que j'ai pu développer. C'est pour ça que notre ambition chez Dalmar, c'est de devenir le Booking de l'Afrique méconnue. On n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Je connais mieux que quiconque Djibouti. Donc, je peux la vendre mieux. Donc, il faut rêver grand. Moi, je rêve grand. Je rêve que Dalmar soit la solution qui fait connaître toute cette destination incroyable dans la gorge du continent africain. Inch'Allah. C'est ce qu'on te souhaite, Yaroub. Merci. Alors maintenant, avant de conclure, avant de terminer cet épisode, déjà, comment tu te sens après notre échange? Super, sincèrement. Je ne suis pas stressé, mais je suis sincèrement, ça m'a fait du bien de raconter un peu mon histoire dans les détails, on va dire. J'imagine. Donc, c'est... merci de l'avoir partagé en tout cas avec nous. Avant de conclure, Yaroub, on arrive presque à la fin du podcast. Quel est le message que tu souhaites envoyer ou donner à nos auditeurs, auditrices, et évidemment, particulièrement la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui de plus en plus? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire, ayez la foi. Sincèrement, rêvez grand, ayez la foi. Et surtout, travaillez d'arrache-pied. Je pense et je suis convaincu
que ces 3 éléments vont permettre à n'importe qui, n'importe quel jeune, de pouvoir atteindre ses objectifs et ses rêves. Donc, je dis ça. Et peut-être aller au Bénin aussi, non? Oui, 3 mois de stage. Souvent, je dis à mes amis, les Djiboutiens, il leur faut 3 mois de stage au Bénin. Après, ils vont revenir complètement changés. Ok, merci Yacoub. Alors, il y a une tradition ici. Je demande à tous mes invités de choisir une chanson. Une chanson qui définit ton parcours ou bien une chanson qui te quitte jamais et que tu souhaiterais aujourd'hui partager avec nous. Et une fois que tu nous as donné la chanson, il faudrait que tu nous expliques pourquoi. Donc, la chanson que j'aimerais partager avec les Djiboutiens, c'est Hall of Fame de Will.i.am, qui parle de travail, de résultats, de réussites possibles pour toute personne qui rêve grand. Donc, j'aimerais partager cela. Et c'est une chanson qui définit ton parcours également. Exactement. D'accord. Écoute, Yacoub, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours avec nous. Très inspirant. Je te dis bravo. Vraiment, je suis très fière de voir des Djiboutiens comme toi qui lâchent rien, qui continuent et qui avec beaucoup d'énergie. Et surtout qui a appris beaucoup également de son parcours et de son expérience. Et les remises en question sont essentielles pour pouvoir évoluer et devenir meilleur, la meilleure version de nous-mêmes. Donc, merci. Merci à toi, Hibou, sincèrement, pour l'invitation et de partager mon histoire avec nos auditeurs et auditrices. Et bien sûr, on te souhaite bon courage, bonne chance et bon vent avec Dalmar. Merci. Et voilà que se termine cet épisode de Hibotalk. J'espère que vous aurez apprécié cet échange avec Yacoub et que cela vous aura inspiré. N'oubliez pas que vos rêves méritent que vous leur donniez une chance. Croyez en vous, osez sortir de votre zone de confort et poursuivez vos rêves et vos ambitions. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter et surtout vous abonner. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Merci.